Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la journaliste reporter de guerre Maryse Burgot, que l'on peut voir depuis une trentaine d'années maintenant dans les journaux de France 2, couvrir quelques joies et beaucoup de douleurs du monde. Et pour la première fois, vous avez décidé de raconter votre métier dans ce livre, Loin de chez moi, sous-titré Grand reporter et fille de paysan. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans votre livre, le fait que rien ne vous prédestinait à devenir reporter de guerre, ce que vous qualifiez d'ailleurs de plus beau métier du monde. Vous pensiez pas du tout pouvoir en arriver là? Parce qu'à mes yeux, c'est un privilège d'exercer ce métier. Pour certains diront que c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis que c'est un métier extraordinaire. Vous imaginez, parfois j'arrive à la rédaction et 2 heures après, je prends le premier avion pour aller je ne sais pas où. Il y a quand même pas des milliers de métiers comme ça. Et puis moi, j'adore découvrir d'autres mondes, d'autres gens. Donc oui, pour moi, c'est un métier extraordinaire. Et non, ce n'était pas tout à fait écrit parce que je viens d'un milieu rural, agricole. Il n'y a aucun journaliste dans ma famille. Et je pense que j'avais même pas tout à fait les codes pour réussir, par exemple, les concours des écoles de journalisme. J'ai dû beaucoup travailler. Mais j'ai écrit ce livre aussi, beaucoup en fait, pour essayer de donner un message à notre jeunesse. C'est possible, c'est difficile. C'est difficile si on ne se sent pas tout à fait né au bon endroit et si on se sent assigné quelque part, mais on peut y arriver. Ça veut dire que vous vous sentez aussi très particulière au sein de votre rédaction? Non. Il n'y en a pas beaucoup des journalistes qui viennent de milieux ruraux, par exemple? Vous savez, depuis que j'ai écrit ce livre, Fille de paysan, en fait, et maintenant, il y a plein de gens qui viennent me dire, mais tu sais que moi, mon père, il est ouvrier, mon père, il est... Donc en fait, il y a plus de gens qu'on ne le croit. Je crois que le milieu agricole, c'est quand même assez rare, même dans les écoles de journalisme aujourd'hui. Alors, vous expliquez que vous êtes une star à Bazouges-la-Pérouse, votre village de Bretagne. Uniquement à Bazouges. Mais vous êtes connu de millions de Français, notamment grâce à votre voix qu'on peut distinguer entre mille. Et pourtant, on vous avait dit à l'école de journalisme que votre larynx n'était pas câblé pour l'audiovisuel, qu'il fallait mieux vous tourner plutôt vers la presse écrite. Même à France 2, à vos débuts, il y a une rédactrice en chef qui vous dit ta voix, c'est vraiment pas possible et qu'il vaut mieux laisser un autre journaliste commenter votre reportage. Oui. C'est incroyable ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment votre signature. Oui, elle dérange encore certaines personnes, mais au fil du temps, c'est devenu d'une certaine manière ma signature. Mais bien sûr, oui, on m'a dit que ma voix, à l'école de journalisme, on m'a dit, mais enfin ta voix, regarde-moi cette voix. Et je crois que plus on me disait ça, plus je disais ah oui, vous pensez vraiment que je ne vais pas y arriver. Et c'est tout le contraire. Ça va donner l'envie contraire de réussir grâce à cette voix, d'une certaine manière. De leur prouver. Mais quand vous dites aujourd'hui encore, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des lettres qui sont envoyées à France 2? Parfois je reçois rarement maintenant, mais je me souviens d'un grand expert de voix qui avait dit mais Maryse Burgot, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il avait utilisé comme mot? Ça rend triste ou je sais pas quoi. Bon. On peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Ouais. Et alors votre livre, il s'ouvre sur un épisode dont vous n'avez jamais voulu parler. À l'été 2000, vous aviez 36 ans et vous avez été prise en otage avec votre équipe de reportage par le groupe séparatiste musulman d'Abou Sayyaf sur l'île de Jolo, aux Philippines. Vous êtes resté 7 semaines en détention, les 7 semaines les plus longues de votre vie. C'est ce que vous écrivez. Vous dites que c'est la seule fois de votre vie où vous avez vraiment connu le désespoir, des pensées terrifiantes et qui vous faisaient surtout peur de vieillir dans cette prison et de ne jamais avoir d'enfants. C'était ça votre inquiétude? Oui, c'est assez inexplicable. En fait, c'est aussi parce que les histoires d'otages, moi, ont un peu bercé mes années d'école de journalisme. Et je me souviens très bien de ces gens qui ont passé 3 ans au Liban, par exemple, dans des conditions extrêmement difficiles. Je connaissais toutes ces histoires quand j'étais otage. Et je venais de rencontrer la personne avec qui je voulais avoir des enfants. Et je me suis dit, ça va s'arrêter là. Et je ne sais pas pourquoi, parfois vous vous mettez dans un système de défense. J'étais sûre que j'allais vieillir dans cet endroit. Être otage, c'est ne pas savoir quand ça s'arrête. À la limite, on vous dit, bon, ça va durer 6 mois. Alors vous vous installez dans une forme de quotidien, même si c'est très difficile. Ça va durer 3 ans. Mais là, et donc je me projetais sur des années. Je me voyais vieillir dans cette jungle et rentrer à 70 ans, une vieille femme courbée par les ans. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu le désespoir à ce moment-là, parce que je me disais ça, que je rentrerais, il ne me tuerait jamais, mais que je serais une vieille femme
C'était difficile. Et finalement, vous serez libéré par l'intermédiaire de la Libye de Kadhafi, d'ailleurs, qui par ailleurs finançait vos geôliers. Donc c'est quand même incroyable. Et puis, 3 mois après avoir été libéré, vous tombez enceinte de votre premier enfant. Voilà. Comme quoi, il était vraiment attendu, ce premier. Absolument. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est que le mot honte rythme votre récit. Vous aviez honte d'avoir été prise en otage. Vous aviez l'impression d'avoir fait une faute, en fait. Oui, j'en ai plus honte maintenant puisque j'arrive à en parler, mais pendant des années, vous savez, vous avez toujours des âmes charitables pour dire que vous avez commis une erreur. Or, il n'existe pas de manuel du grand reporter avec les bonnes sources dignes de foi. De toute évidence, nous nous sommes trompés avec mon équipe. Vous avez fait confiance à une personne. On a fait confiance à une équipe, à une personne qui visiblement nous a vendus ou elle-même s'est fait avoir. Ça, vous le savez peut-être, pas. à mon avis, plutôt ça. Et donc, je voyais ça comme une erreur, oui. Honte, maintenant, c'est fini, c'est derrière moi. Pas tout à fait, parce que ces choses-là ne sont jamais vraiment derrière vous. Elles sont à la fois votre faiblesse et votre force. Moi, ça m'a construite, finalement. Ça m'a construite de rentrer et de me remettre de tout ça. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir dans votre livre justement le contraste entre le peu de confiance qui semble vous habiter parfois, Maryse Burgot, et en même temps le courage immense qu'il faut pour se rendre dans toutes ces zones de guerre. Comment vous l'expliquez, vous, ce contraste ? Parce que j'ai toujours le sentiment que je ne sais jamais assez de choses. Que je lis beaucoup à chaque fois que je pars en reportage. J'ai l'impression de ne pas connaître tout assez bien. Et je parle un peu du sentiment d'imposture dans mon livre. Et finalement, je découvre que je ne suis pas si seule que ça à l'avoir. On est finalement assez nombreux à penser qu'on n'est pas tout à fait pour le job. Et moi, oui, même après toutes ces années, je continue de penser que je continue à avoir peur. Là, je vais partir couvrir les élections américaines. Je vais être dans le QG de Trump. Eh bien, je n'y vais pas en me disant ça va, moi j'ai passé 5 ans aux États-Unis, je sais faire, mais pas du tout. Je vais encore travailler comme une dingue dans l'avion pendant 8 heures. Je sais, je me connais. Je veux tout lire, avoir le sentiment de tout maîtriser. C'est génial dans ce métier de sentir qu'on a une expertise et qu'on sait de quoi on parle. Là, je reviens d'Israël, par exemple. J'ai passé 5 semaines. Franchement, j'avais le sentiment de savoir de quoi je parlais. C'est formidable, ça. Et on va en parler dans un instant. On va continuer à parler de votre vie hors du commun. Maryse Burgot, ce sera juste après le journal des médias de Julien Pichenet. Oui, le journal des médias qui arrive dans un instant.